Une nouvelle de Pierre Bordage, l'archiviste. Il semblait à jamais exclu du monde des hommes. Ses cheveux et ses cils blancs, sa peau fragile, ses yeux rouges surtout, ses yeux de lapin, déclenchaient d'immanquables réactions de rejet chez ses vis-à-vis. De la moquerie, dans le meilleur des cas, de la pitié, voire de l'horreur, dans le pire. Les examens prénataux n'avaient détecté aucune anomalie pourtant, pas même le défaut total de pigmentation. Ses parents avaient décidé de le garder, bien qu'il n'eût pas été programmé. La nouvelle forme de contraception masculine, le SDO, le sperme destructeur d'ovules, mis au point par le laboratoire Sanotis, avait connu quelques déboires sanctionnés par une baisse significative de l'action à la Bourse de Paris et une génération d'enfants non désirés, surnommés les Rambo. Les ennuis avaient commencé au sortir du ventre maternel. Se référant à l'article 2893 des droits de l'enfant, papa et maman avaient demandé l'autorisation de l'euthanasier avant ses 6 mois, âge limite pour les IVAMPE, interruption de vie autorisée pour malformation postnatale excessive. Déboutés, ils avaient dû garder l'enfant. L'albinisme n'étant pas considéré comme un handicap invalidant, mais comme une broutille génétique. Un simple manque de chance. Cependant, l'obligation légale d'élever un enfant ne s'assortissait pas de l'obligation de le chérir, et ses parents s'étaient bornés à le nourrir, le vêtir et l'envoyer à l'école publique jusqu'à sa majorité. Il avait souffert de la dureté de leur regard, de la différence de traitement avec son frère et sa sœur aînée, objet de toutes les attentions, inscrit dans les meilleurs cours privés, choyés jusqu'à l'écœurement. Il s'était bien gardé de se plaindre, conscient que sa famille se saisirait du moindre prétexte pour se débarrasser de lui en épuisant toutes les voies juridiques, en versant dans l'illégalité au besoin. Le silence et la discrétion étaient ses meilleurs, ses seuls alliés. La blancheur de ses cheveux et de sa peau le condamnait à vivre en permanence dans l'ombre. Il n'avait qu'un seul ami d'enfance, un petit rouquin, un autre rescapé du SDO, une autre broutille génétique. Les garçons, désireux de montrer leur force et leur courage devant les filles, avaient souvent attendu le tandem de Rambo, Carotte et Lapin, à la sortie de l'école pour les humilier, ou les soirs de gala leur casser la figure, piétiner leurs cartables et déchirer leurs vêtements. Les parents de Carotte avaient un jour déménagé et l'avaient définitivement condamné à la solitude. Il avait obtenu son bac malgré les mous de dégoût et les réserves de ses examinateurs. Dans un monde qui tutoyait la perfection, dans un monde qui bannissait le hasard, il n'y avait pas de place pour les grands maigres aux cheveux blancs et aux yeux rouges, ni pour les petits rondouillards aux cheveux roux. Il avait appris que Carotte s'était immolée par le feu au nom de tous les Rambo, de tous les sales aimés de la terre. Évincé des jeux de l'amour et de toute autre forme de relation humaine, il avait appris à survivre dans son désert affectif. Comme il ne supportait pas le soleil, il demeurait dans la pénombre de son petit appartement dont il gardait les volets clos. Il était devenu un as du zapping à force de regarder les 1000 chaînes du satellite sur l'écran mur en ADN de synthèse, ou encore il écoutait un livre d'aventure dont la lecture s'accompagnait d'images animées accentuant les sensations engendrées par les mots. Après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires, le bureau d'orientation lui avait fortement conseillé de chercher un emploi dans le domaine de l'archivage. Un travail tout indiqué pour quelqu'un qui ne supportait pas les expositions à la lumière du jour. Dans les salles d'archives, au moins, il n'aurait pas à craindre les morsures du soleil, ni les moqueries de ses contemporains. Sourire hideux, saloperie de compassion. Quelques entreprises, les assurances principalement, continuaient de classer leurs dossiers dans des salles à hygrométrie constante. Elles se méfiaient des bases de données en ADN de synthèse, dont la justice contestait parfois la fiabilité. Aussi préférait-elle s'entourer de toutes les garanties et présenter aux avocats des parties adverses d'incontestables documents en papier.
Il s'était donc retrouvé archiviste pour une compagnie d'assurance, de produits financiers et de pompes funèbres installés dans plusieurs immeubles de la vieille cité. Le salaire modeste lui permettait de payer le loyer exorbitant de son minuscule studio, de manger à peu près à sa faim et de s'offrir de temps en temps le superflu. Voulant enfin connaître le grand frisson de l'amour, il avait abordé à plusieurs reprises l'une des prostituées en provenance des marges européennes qui tapinaient à quelques rues de chez lui. Mais même en leur montrant une poignée de bons et solides euros, elle refusait de monter avec lui. Pas question pour ces filles, déjà rongées par les sida mutatis, de se frotter à la peau d'un albinos. Humilié, il avait noyé ses flambées de révolte dans la monotonie de son existence. Il se rendait chaque jour à son travail avant le lever du soleil, n'en sortait que le soir à la tombée de la nuit, rentrait chez lui, dînait d'un repas sans saveur, se couchait face au mur écran et passait d'une chaîne à l'autre, jusqu'à ce qu'un sommeil sans couleur l'emporte. Va donc me chercher ce dossier dans la salle condamnée, mon gars. Le vieil archiviste le fixait d'un air malicieux, l'extrémité de sa barbe noire et fournie escaladait son ventre rebondi. La lumière chétive des vieux néons se réfléchissait sur son crâne chauve et tavelé. On disait dans les couloirs qu'il était la mémoire vivante de l'entreprise, plus fiable qu'un ordinateur en ADN de synthèse. Les cadres venaient le consulter à tout propos. Il ne les aimait pas, ces loups mâles et femelles en costume et en tailleur prêts à planter leurs crocs dans toute gorge à portée de gueule, mais il les renseignait avec un zèle bonhomme et souriant. Puis, quand il repartait dans son antre avec l'information désirée, il se tournait vers son nouvel assistant aux cheveux blancs et lâchait une série de syllabes grondantes menaçantes. « Vous m'avez toujours dit que cette salle ne contenait que des dossiers oubliés des siècles derniers. » Une moue d'impatience retroussa les lèvres sèches du vieil archiviste. Il ne ressemble à aucun autre. Il porte un symbole en relief sur la tranche, un motif central d'où partent 8 flèches. Pourquoi n'allez-vous pas le chercher vous-même? Les yeux globuleux du vieil archiviste rougeoyèrent comme des braises. Parce que je suis ton supérieur hiérarchique, je te le rappelle. Parce que certaines choses doivent être accomplies par certaines personnes et par elles seules. Tu ne crois pas au hasard, n'est-ce pas? Il haussa les épaules. Il ne s'était jamais posé la question. Son existence était frappée du sceau de la fatalité et n'offrait sans doute que peu de place au hasard. Tu penses que nos destinées sont dirigées par une volonté supérieure, pas vrai? Insista le vieil archiviste. Il regarda autour de lui, surpris par la tournure de leur conversation, pas certain tout à coup que les paroles de son vis-à-vis lui étaient destinées. Il ne distingua rien d'autre que les rayonnages interminables où s'empilaient des milliers et des milliers de dossiers oubliés, des multitudes d'existences à jamais enfouies dans les chemises cartonnées. Un univers d'ordre. La vie s'arrêtait de couler dans ces sous-sols bétonnés et arrosés par la lumière sinistre des néons. La vie ne m'a fait aucun cadeau, c'est tout ce que je sais, murmura-t-il. Si elle a été décidée par une volonté supérieure, alors cette salope s'est bien foutue de ma gueule. Le vieil archiviste marqua son désaccord d'un froncement de ses sourcils broussailleux. Alors ce qui peut apparaître comme une malédiction est peut-être la plus grande des bénédictions. Nos amis des étages supérieurs sont fiers de leur réussite, fiers de leur salaire, fiers de leur pavillon de banlieue chic, fiers de leur club de golf, fiers de leurs femmes et de leurs hommes à l'anatomie parfaite, fiers de leurs dents blanches, fiers de leur brillante progéniture, et pourtant leur chance apparente n'est peut-être que la plus grande des malédictions. Va donc me chercher ce fichu dossier. Son vieux collègue lui remit un trousseau où les cartes à code se mêlaient aux vieilles clés, lui tourna le dos et disparut dans une allée latérale. La salle condamnée portait bien son nom. Il fallait pour se présenter devant sa porte métallique blindée franchir une succession de pièces non équipées de système hygrométrique et plonger dans des ténèbres profondes. Il y régnait une suffocante odeur de papier moisi. Le rayon de sa lampe capturait des chemises éventrées d'où pendaient des feuilles jaunies déchiquetées. Ici,
La vie se sortait avec une lenteur exaspérante du piège de l'ordre et se remettait à couler. Curieusement, malgré la puanteur, il se sentait revivre dans cet univers en pleine décomposition, dans ces antres où s'opérait la métamorphose silencieuse et inexorable. Si les existences jadis figées pouvaient ainsi s'évader, sans doute était-il possible de vaincre la fatalité, d'infléchir les destins contraires, de défier les volontés supérieures. Il ne rencontra aucune difficulté à s'orienter dans le labyrinthe de couloirs et de pièces basses qu'il parcourait pourtant pour la première fois. C'était comme s'il suivait un chemin tracé depuis toujours à l'intérieur de lui, comme s'il allait à un rendez-vous fixé depuis la nuit des temps. De même, il n'eut pas besoin de réfléchir pour choisir les bonnes clés et composer les codes sur le clavier éclairé fixé dans une niche murale. Une dizaine de serrures fermaient la porte d'acier d'une épaisseur de 40 ou 50 centimètres. De la plus ancienne, un mécanisme rustique, à la plus récente, un dispositif à reconnaissance iridienne. Une fois qu'il eut ouvert les 9 premières, il se souvint qu'on avait saisi les empreintes de son iris lors de sa première journée de travail et plaça son œil devant le minuscule mouchard. La porte blindée pivota en silence sur ses gonds au bout de quelques secondes d'un examen grésillant et d'une série de déclics. Il s'attendait à pénétrer dans une pièce envahie par les moisissures. Il fut surpris de découvrir des rayonnages parfaitement ordonnés et propres. Aucune trace de poussière sur le sol, du même métal noir et luisant que la porte, les étagères, les plafonds bas et les murs. On aurait jugé qu'une entreprise de nettoyage était passée la veille. En revanche, le rayon de sa lampe restait incapable de percer l'obscurité, plus dense et glaciale qu'une nuit d'hiver. Il se mit à trembler, non pas de peur ou de froid, mais d'excitation, conscient désormais qu'il ne ressortirait pas indemne de cette pièce, que son vieux confrère n'était pas un simple employé de la compagnie. Il fourra sa lampe inutile dans sa poche et s'avança entre les rayonnages, tentant de repérer sur les tranches des larges chemises cartonnées le motif central d'où partaient les 8 flèches. Aucune d'entre elles ne portait un nom, ni même un numéro. Serrées les unes contre les autres, elles paraissaient rigoureusement identiques et parfaitement anonymes. De la salle condamnée refermaient les dossiers les plus anciens de la compagnie. Certains d'entre eux dataient même du XVIIIe siècle. Il ne s'en dégageait pourtant pas la même impression d'ancienneté que des pièces précédentes. L'odeur dominante n'était pas celle du papier moisi, mais celle, plus insolite, du minéral fondu. Ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité, bien qu'aucune source de lumière ne fût apparente. Il voyait presque comme en plein jour. Il parcourut rapidement les rayonnages sans réussir à trouver le dossier dont lui avait parlé le vieil archiviste. Il les explora avec davantage d'attention, mais sa deuxième tentative ne fut pas davantage couronnée de succès, ni la troisième, ni les 2 suivantes. Le silence absorbait les claquements de ses semelles sur le sol métallique, les frôlements des dossiers déplacés, les bruits lointains d'écoulement. Il décida de rebrousser chemin découragé, persuadé d'avoir échoué à l'épreuve proposée par son confrère, d'avoir manqué l'occasion de changer le cours de son destin. Il se dirigeait d'un pas lourd vers la sortie, quand son regard tomba sur une plaque sertie dans le montant d'un rayonnage. Les paroles de son confrère lui revinrent en mémoire. Un dossier pas comme les autres, facile à reconnaître. Il s'en approcha et tressaillit de joie quand il discerna gravé sur l'acier une sorte de roue, d'où partaient, comme des rayons solaires, 8 pointes de flèches. La plaque de forme rectangulaire mesurait environ 50 centimètres de hauteur pour une largeur de 20. Comme aucun système d'ouverture n'était visible, il posa machinalement sa main au centre de la figure. L'acier s'escamota sous sa paume. Surpris, il esquissa un geste de recul, mais la roue continua de s'enfoncer avec un léger tintement. Un ray de lumière pourpre en jaillit, qui, contrairement aux rayons de la lampe, fendit net la pénombre de la pièce et dessina un cercle rougeoyant sur le plafond. La plaque se souleva et bascula sur le côté, dévoilant un renfoncement capitonné d'un matériau écarlate. Il aperçut une forme noire et fine dans le fond de la niche. Il lui sembla que le capiton palpitait comme une chair mise à nu.
Son propre cœur cognait dans sa poitrine avec la puissance d'un gong. Une force sauvage se déversait en lui, balayant frustration, souffrance, hésitation et peur. Des sons le traversèrent, comparables à ceux que proférait le vieil archiviste après la visite d'un cadre de la compagnie. Il eut le sentiment d'invoquer des puissances phénoménales, d'être soulevé par des tourbillons et projeté dans une autre dimension. Au milieu des forces élémentaires reposait une arme noire, à la lame fine et courte. Ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée légèrement bombée. Un flot fulgurant d'énergie le secoua semblable à une décharge électrique. Des nuées de souvenirs se levèrent dans sa mémoire qui appartenaient à d'autres hommes et d'autres femmes. Tous avaient poussé leur dernier soupir après avoir goûté le baiser de l'épée. Buvant leurs âmes, elle avait nourri sa puissance maléfique. Elle attendait son nouveau porteur pour continuer de s'abreuver à la source humaine, pour semer l'entropie, pour briser l'équilibre cosmique. De la pulpe de l'index, il caressa les runes gravées sur la lame d'acier. L'épée mugit de plaisir et brilla d'un éclat noir qui assombrit encore les ténèbres de la salle. Elle avait enfin trouvé son obligé, l'homme affaibli par cet art génétique, l'homme déchu et renié par ses semblables, l'homme désespéré, qu'elle emplissait de vitalité et de courage. Elle partageait avec lui le secret des antiques incantations. Elle lui permettrait d'accéder aux secrets oubliés. Elle lui apprendrait la magie des éléments, la magie d'avant les premières civilisations, d'avant l'histoire humaine. Avec elle reviendrait les temps du chaos, de la friction génératrice de matière. Tu n'appartiens plus à ce monde désormais. La voix caverneuse le ramena brutalement dans la salle condamnée. Il se retourna, l'épée levée, prête à l'abattre sur l'importun qui brisait la magie de l'instant. Il la baissa avec douceur lorsqu'il reconnut le vieil archiviste. Reconnaître n'était pas le terme exact. L'homme qui s'avançait dans la salle n'avait plus grand-chose en commun avec le petit homme rond, barbu et chauve qu'il avait fréquenté les semaines précédentes. Ses yeux ronds flamboyaient et teintaient de rouge vif sa face ronde et sa barbe fleurie. « Je suis Ariok, seigneur du chaos et protecteur des anciens rois de la terre. Je t'attendais depuis très longtemps. J'attendais depuis longtemps un être affaibli par sa naissance et grandi par sa haine. » De l'épée émanait un feu noir qui lui brûlait la main et lui incendiait l'âme. S'il l'acceptait pour compagne, elle lui donnerait sa vigueur, mais il ne connaîtrait plus jamais la paix. « Comment saviez-vous que j'étais celui-là »« Je me tiens depuis des millénaires dans l'ombre des hommes, » répondit Ariok. « Je l'ai su dès que je t'ai vu arriver. Mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Aucun d'entre eux n'avait en lui ce potentiel de colère que je devine en toi. Et que voulez-vous de moi? Que tu entames un nouveau cycle? Que tu deviennes le seigneur de ce monde ?» Il observa un petit moment les runes gravées sur la lame, des signes si anciens qu'aucun homme de ce temps n'était en mesure d'en déchiffrer le mystère. Une épée pour devenir le seigneur du monde. Il n'avait pas cherché à masquer l'ironie dans sa voix. À l'ère des armes à fission, alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour détruire la moitié de la planète. Ariok eut un sourire qui accentua la cruauté de ses traits. Ta pensée, ta simple pensée, est bien plus puissante que toutes les armes à fission de la Terre. C'est la pensée des hommes qui détruit, et non leurs armes. Les tempêtes que tu sèmeras par l'épée renverseront cette civilisation comme un vulgaire château de cartes. Mais pourquoi ferais-je un truc pareil? Parce qu'il est bon pour l'équilibre cosmique que le chaos l'emporte parfois sur la loi. Voyons l'affaire autrement. Si tu es venu jusqu'à l'épée, c'est que le temps est venu pour elle de sortir de son sommeil. Ah oui? Vous ne croyez pas au hasard? Le rayon rouge avait nettement baissé d'intensité. Il lui semblait également que la silhouette d'Ariok perdait de sa consistance, que ses contours devenaient flous, que les rayonnages, les murs, le sol et le plafond de la salle s'estompaient peu à peu. Ah, tout cela n'était donc qu'un rêve en train de s'évanouir,
Il allait bientôt se réveiller et replonger à pieds joints dans son cauchemar quotidien. Le hasard, ricana Arioc. Un concept bien pratique pour ceux qui passent leur temps à fuir, à nier leurs responsabilités. Ai-je eu un jour le choix? Un noir presque absolu était retombé sur la salle. Il devina qu'Arioc désignait le plafond de la salle. Tu crois que s'ils avaient eu vraiment le choix, ceux des étages supérieurs croupiraient dans une existence aussi sordide? Tu crois qu'ils épuiseraient leurs jours à éplucher leurs comptes bancaires et à épater leurs amis? Tu crois qu'ils accepteraient de sacrifier leur vitalité à une idole qui ne songe qu'à grandir, grossir et se goinfrer de leur essence vitale? Une illusion de liberté n'a jamais été un choix. Il leva l'épée et eut l'impression qu'une nuit sans fin, sans issue, ensevelissait la pièce. Qu'est-ce que je gagnerais avec elle? Elle t'apportera la force t'offrira les tourments t'apprendront la lucidité abolira tes jugements. C'est donc un grand pas vers la liberté. Tu pourras m'invoquer quand le besoin s'en fera sentir. Je paraîtrai, où que tu sois. C'est ton privilège, c'est notre pacte. Le rire d'Arioc roula comme un coup de tonnerre sous le plafond bas, puis ses éclats décrurent peu à peu et firent place à un silence sépulcral. Le panneau métallique resta un moment entrouvert sur le montant du rayonnage. Il avait le choix, à cet instant, de replacer l'épée dans son écrin. Il avait le choix de retourner à sa solitude et à sa vie morne. Il avait le choix de se mirer jusqu'à la nausée dans les regards des autres. Il avait le choix de se cloîtrer entre les murs, comme les vies s'étaient achevées dans les dossiers de la compagnie. Il avait le choix de s'insérer dans les excès d'ordre, de se diluer tranquillement jusqu'à sa complète disparition. Il se réveilla en sursaut, consulta la pendule de l'écran mur, 11h35. Fut saisi d'un début d'affolement qui l'apaisa d'une profonde inspiration. Il avait manqué le réveil de presque 4 heures, une paille. Pas la peine de se présenter au boulot. La compagnie assimilait un retard de 4 heures à un attentat terroriste contre la société libérale. Faute professionnelle, licenciement, sans indemnité. Il osa enfin poser le regard sur le petit tapis de laine étalé au milieu du studio. Elle reposait là, auréolée de son inquiétante luminescence noire, émettant un doux mugissement. Il attendit encore un peu avant de se lever, la crainte d'éprouver une déconvenue de plus dans une vie riche en déceptions, la crainte d'avoir une fois de plus effectué le mauvais choix. Il se décida aux alentours de 11h56, se contempla au passage dans le miroir vissé au mur, se trouva à meilleure mine que d'habitude, très affirmé, les yeux d'un rouge étincelant, peau d'une blancheur éclatante, cheveux emmêlés et vigoureux. Il empoigna l'épée, fut irradié de sa fantastique énergie, joua un long moment avec elle avant de ressentir une faim inhabituelle, une faim de loup. Il la fourra dans la ceinture de son pyjama pour rester en contact avec elle le temps du déjeuner, pour jouir encore de la vitalité que procurait l'acier noir. Avec elle, plus aucune prostituée ne le repousserait, ni même aucune femme. Avec elle, rien ni personne ne s'opposerait à ses désirs, à sa volonté. Avec elle, il se sentait d'humeur à conquérir le monde. Il sortit de chez lui à 14h20 et se rendit chez ses parents par le tramway. L'épée glissée sous son manteau diffusait dans son corps une chaleur douce et revigorante. Les rayons du soleil brillant de tous ces feux dans le ciel pur n'avaient pour une fois déclenché aucune réaction, aucun malaise. Il n'y avait plus de mépris dans le regard des gens. Il décelait même de la complicité dans les yeux d'une jolie femme. Quelques promesses poussaient enfin sur les bords de sa route. Lorsqu'il vint lui ouvrir, son père ne put s'empêcher d'esquisser un pas de recul. « Tu aurais pu prévenir. Nous sommes sur le point de sortir, ta mère et moi. »« Tu mens mal, » rétorqua-t-il avec un sourire. « Mais enfin,
Je ne vois pas ce qui te permet d'affirmer ce genre de... Pas la peine de faire semblant de t'offusquer. Je ne suis qu'un Rambo, un enfant non désiré, une épine, un albinos. Son père recula à nouveau sans lâcher la poignée de la porte. Il trouva pitoyable ce géniteur empêtré dans ses rêves d'ordre, dans ses visions chimériques, incapable d'appréhender la réalité telle qu'elle se présentait, incapable d'affronter le chaos. Les éclats étouffés d'une conversation s'échouèrent. Dans le vestibule, il reconnut les voix de sa mère, de sa sœur, de son frère, de leurs conjoints, de leurs enfants. « Qu'est-ce que tu veux au juste ?»« Te présenter ma nouvelle amie. »« Oh, pas la peine, ta mère et moi, nous... » L'épée poussa un mugissement d'impatience. « Qu'est-ce que c'est que ce... » Il dégagea l'acier noir. L'épée vibra, se tendit en hurlant et s'engouffra avec une telle rapacité dans la poitrine de son père qu'elle faillit lui échapper des mains. Il frissonna de dégoût lorsqu'il sentit passer en lui une partie de l'énergie de l'homme qui ne l'avait jamais admis comme un fils. Lorsqu'elle se fut rassasiée de l'âme de sa victime, l'épée l'entraîna dans la maison familiale en quête d'autres proies. L'Archiviste est une nouvelle de Pierre Bordage, extraite du recueil Elric et la Porte des Mondes, publié aux éditions Fleuve Noir. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.